Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qu'il se passe actuellement entre Israël et le Liban. Il y a ces images qui nous proviennent de l'aéroport de Beyrouth où de nombreuses personnes essayent de quitter le pays. Plus de 40 000 ressortissants canadiens seraient peut-être même dans les prochaines heures évacués vers Chypre. Le Koweït a appelé ses citoyens à partir, certaines ambassades ferment. Bref, il se passe des choses. Et la plupart des nations s'attendent à ce qu'Israël pénètre dans le Liban dans les prochains jours. Certaines sources américaines parlent de mi-juillet ou dans les prochaines semaines. Le tout précédé, j'ai envie de vous dire, à l'occidental par des campagnes de bombardement encore plus fortes que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. L'objectif de cette vidéo n'est pas de se focaliser aujourd'hui sur Israël et Liban, on pourra en parler si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. L'objectif du jour est de prendre un petit peu de recul, d'aller vers la partie maritime et de voir comment, à chaque crise ou avant chaque crise, les Américains vont positionner sur l'échiquier leur plus gros navire. All right, team, that's it. We've got a job to do. Let's go police the world. Porte-avions et comment l'USS Theodore Roosevelt, actuellement dans l'Indo-Pacifique depuis début février, eh bien, vient de recevoir officiellement ses ordres pour faire route vers le Moyen-Orient, alors que l'Eisenhower, en mer depuis 8 mois, rappelez-vous, il avait appareillé quelques jours seulement après les attaques du 7 octobre, eh bien, a accompli 30 000 heures de vol, ça fait plus de 125 heures de vol par jour, a parcouru plus de 55 000 miles, imaginez si vous aviez ça sur votre compte Air France, vient de passer Suez, est actuellement au large d'Israël et se prépare à partir cap à l'ouest, à rentrer à la maison après plus de 260 jours de mer. L'objectif de cette vidéo est donc de vous permettre de mieux comprendre ce que vous allez entendre dans les médias dans les prochains jours, notamment autour des mouvements de la marine américaine, mouvements qui ont toujours eu un énorme impact géopolitique, mais également qui ont une grosse capacité militaire. Et je vous rappelle que l'Eisenhower a été utilisé il y a quelques jours pour récupérer les marins du Tutor qui a coulé, ça y est, en mer Rouge, suite à l'attaque des Houthis. Bref, on revient là-dessus juste après le jingle. Alors le workshop, en quoi ça consiste avec des briefs? C'est très simple, on arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs, ils ont chacun leur petit nom, Maverick, Goose, Iceman, alors Goose je ne vous le conseille pas, et l'objectif c'est quoi? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues de meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Donc, l'USS Eisenhower, appareillé début octobre, juste après les attaques, 30 000 heures de vol, des actions contre les Houthis, des actions pour la protection de l'État d'Israël. Certains de ces navires d'escorte sont déjà sur le retour. Ah bah oui, ça coûte des munitions d'intercepter les drones et les missiles de croisière, enfin les missiles balistiques. Donc certains sont rentrés un peu plus tôt. Et là, eh bien, ils commencent à officiellement faire route vers la maison, en prenant un petit temps de pause au large d'Israël de manière à s'assurer de maintenir la zone au calme. Pourquoi? Parce que c'est 100 000 tonnes de diplomatie, c'est une énorme base aérienne qui est présente et si quoi que ce soit devait se passer, pour faire très simple, un porte-avions comme l'Eisenhower ou comme le Roosevelt qui va arriver dans quelques semaines, eh bien ça peut quasiment doubler l'impact militaire par la troisième dimension dont dispose Israël. Maintenant, est-ce que c'est magique? Absolument pas. Regardez face aux Houthis. Les Houthis, bien qu'ils aient été attaqués par des avions de l'Eisenhower et également par des missiles de croisière tirés depuis ces escorteurs, eh bien, font toujours parler d'eux et viennent même de nous publier le Toufan 1 qui aurait probablement été le drone de surface qui a attaqué le Tutor. On en a parlé ces derniers jours sur la chaîne. Et là, cette nouvelle vidéo qui vient de sortir, qui si j'étais dans la marine américaine, eh bien ne me plairait pas plus que ça. Pourquoi? Car vous voyez clairement qu'ils ont maintenant des bonnes capacités et surtout qu'ils ont du volume. Et ce dont il faut se méfier avec ce genre de petits drones kamikazes de surface, eh bien c'est la saturation, une attaque d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de navires à la fois. C'est, j'ai envie de vous dire, une des seules méthodes pour réussir à passer
et se rapprocher de navires aussi défendus que les navires américains. Toujours est-il, le Roosevelt, basé à San Diego, on est donc sur côte ouest, a été annoncé pour relever l'Eisenhower. C'est une première depuis tout simplement l'évacuation de l'Afghanistan. D'habitude, ces porte-avions basés à San Diego, ils sont prévus pour l'Indo-Pacifique. Et les porte-avions basés à Norfolk, ils sont prévus pour la Méditerranée, ils sont prévus pour le Moyen-Orient. C'est donc à cause de tensions au niveau de la flotte de porte-avions américains. À l'heure actuelle, il y en a 4 à la mer, il y en a 4 au port, dont notamment le Harry S. Truman, qui devrait appareiller au milieu de l'été, et ensuite il y en a 3 en maintenance. Donc c'est pas tout d'avoir une dizaine de porte-avions, il faut encore qu'ils puissent prendre la mer, et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas aussi simple, même pour les Américains, de gérer cette flotte. Le Roosevelt, qui avait appareillé le 11 janvier de San Diego, il a été vu du côté d'Okinawa en février, du côté des îles Spratly en mars. Le 19 mars, il passait 250 000 appontages, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Le 20 mars, derrière, ils étaient en arrêt à Singapour. Un mois après, ils se sont arrêtés en Thaïlande. Et là, ils ont été observés en mai et en juin du côté de Luso, dans les Philippines. Et le 7 juin dernier, exercice avec la FREMM, anti-sous-marine Bretagne, la D655, mais également avec le HMCS Montréal du Canada pour l'exercice Valiant Shield. Ils sont en train de terminer cet exercice dans l'Indo-Pacifique. Depuis quelques heures, le Roosevelt est en escale en Corée du Sud, et donc maintenant ils vont repartir et aller vers officiellement le Moyen-Orient, probablement mer Rouge, et si besoin, eh bien, ils pourront monter directement au large d'Israël. Il y a de grandes chances que cette position en mer Rouge permette de cocher plus de cases, participation à la protection de la mer Rouge, tout en protégeant Israël de tout ce qui peut remonter un petit peu du sud, et en même temps projeter de la puissance depuis la mer Rouge vers Israël ou vers toute la zone. C'est en fait une excellente position. Le Roosevelt, c'est le 4e porte-avions de la classe Nimitz. Il a été lancé en 86. Il est surnommé Big Stick. On est sur du 100 000 tonnes, 333 mètres de long, 5700 membres d'équipage, 3200 pour le bâtiment, 2500 pour le groupe aéronaval. Ses premières opérations, c'était en Méditerranée, 88-89. Il a participé à la première guerre du Golfe, où il a fait 4200 sorties. Et accrochez-vous bien, ils ont tiré 2,2 millions de kilos de bombes en quelques semaines. À cette occasion-là, ils avaient fait 189 jours, dont 176 en mer. C'est absolument énorme. Après le 11 septembre, ils ont appareillé le 19. Ils sont partis en Afghanistan, où là, ils ont fait 160 jours de mer. C'est absolument énorme. Ils se tirent un petit peu le record entre le Roosevelt et l'Eisenhower. Ils sont à 160-161 jours de mer sans aucune escale. Je vous laisse calculer le nombre de mois que ça fait à bord. Vous allez voir le confinement à côté, c'est fun. Et il a le Carrier Strike Group 9, donc avec le Bunker Hill, avec le Cap Saint-Georges, avec de multiples navires de surface, avec même du sous-marin nucléaire d'attaque. Et la Carrier Air Wing 11, et c'est aéronefs. Vous avez donc du Super Hornet, monoplace et biplace, vous avez du Growler pour la guerre électronique, vous avez du E2D, vous avez du C2, même du V22, ils ont du V22 à bord, et des MH60, M ou S qui vont être très utiles pour la protection du bateau, notamment quand ils vont passer des détroits ou qu'ils vont passer Suez, bien que Suez, vous êtes quand même normalement protégé par l'armée égyptienne qui n'a aucune envie que des navires soient attaqués pendant qu'ils passent le canal. Cette Carrier Air Wing, dont ce groupe aéronaval, il est basé à Lemoore, en Californie, on en a parlé sur la dernière vidéo. Les unités qu'il compose, c'est les Fist of the Fleet, les Blue Blasters, les Fighting Checkmates, les Black Knights, qui sont très réputés sur biplace, les Rocks, les Liberty Bells, les Titans avec ces fameux V22, des 8-ballers et les Wolfpack. Donc ça fait du monde, et même s'ils n'ont pas été dans la zone depuis le retrait d'Afghanistan en 2021, ils sont prêts. Pourquoi? Parce que la manière dont ça se passe, c'est que vous avez des workups, vous vous préparez à terre avant de partir, ensuite vous partez en mer, vous faites la mise en condition opérationnelle, et après, eh bien, vous maintenez votre entraînement à la mer. Donc là, le groupe aéronaval, si vous voulez, ils sont partis en janvier, ça fait depuis la rentrée derrière qu'ils montent en gamme professionnelle alors qu'à la base déjà ils sont bons dans leur métier. Donc vous avez un groupe aéronaval qui est retaillé, qui a assez de mer pour fonctionner parfaitement, mais pas assez de mer pour être épuisé. Néanmoins, il va falloir penser à la prochaine relève et vous allez entendre parler cet été de l'arrivée du Truman qui partira de Norfolk et qui viendra relever ce porte-avions pour la protection du Moyen-Orient. Juste pour rappel, dans la zone, il y a eu énormément de porte-avions sollicités depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Truman avait fait 265 jours de mer, le Bush 257, le Ford, leur tout nouveau, qui était sur place,
lors des attaques du 7 octobre, 257 jours de mer également. Le Ike, eh bien, ils en sont à 254 jours de mer. Donc je pense que le temps qu'ils rentrent à la maison, ils vont être à minimum à 270 jours et battre le record. Et là, le Roosevelt, eh bien, ils sont déjà à 150 jours. Donc vous voyez, ils peuvent encore faire une centaine de jours de mer, à peu près 3 mois sans aucun souci. Donc restez jusqu'à la fin de l'été. Maintenant, qu'est-ce que tout ça nous dit ? Premier point, c'est que même avec une énorme marine comme la marine américaine, vous vous retrouvez avec de la tension dans la gestion de vos porte-avions. Je vous laisse imaginer avec un seul porte-avions. Le deuxième point, c'est l'évolution des menaces. Les Houthis viennent de nous montrer leur nouveau drone suicide et c'est une première, il faut être franc, et envoyer un groupe aéronaval qui va forcément passer au large de chez les Houthis est un nouveau challenge pour les marines occidentales. Les Houthis annoncent qu'ils veulent protéger Israël contre le Hamas. Donc, à voir s'ils vont essayer de se risquer à attaquer des navires américains. Ils le font depuis des mois. En tout cas, il y a des échanges de tirs. Les Américains ont attaqué les Houthis. Donc, il est plus que probable que les Houthis essayent d'engager le groupe aéronaval lorsque celui-ci va passer, dans quelques semaines, au large de leur territoire. À voir si les Américains décident la formule offensive, taper avant de passer, ou s'ils vont mettre en œuvre toute la protection autour de leurs forces et essayer de s'éloigner après de cette région. Si j'étais les Américains, j'irais plutôt me mettre dans le nord de la mer Rouge, assez loin pour rester au-delà de la portée de ces petits drones. Et si vous vous rappelez la vidéo que nous avions sortie autour du 10 octobre, quand les Américains annonçaient l'envoi de leur porte-avions, j'avais dit que ce qui serait malin de leur part, c'est de rester assez loin de la côte pour profiter de l'allonge de leurs avions, c'est l'avantage d'un porte-avions, sans pour autant pouvoir être touchés par des missiles sol-mer du Hezbollah, par exemple, ou par des drones. C'est exactement ce qu'ils ont fait et il est plus que probable que les Américains refassent la même chose face à ces nouvelles types de menaces, restez à une distance suffisante et quand vous êtes obligé de passer par les détroits, quand vous êtes obligé de vous rapprocher de ces zones-là, vous mettez vos hélicoptères en l'air, vous mettez vos avions de chasse en l'air, votre guerre électronique en l'air et vous surveillez, vous contrôlez tout ce qui se passe. Vous vous doutez bien que les Américains ont la ressource matérielle nécessaire pour le faire, donc il va falloir réduire votre temps de vulnérabilité et lorsque vous êtes vulnérable, mettre en l'air vos avions, mettre en l'air vos hélicos, en avoir d'autres en alerte et être prêt à faire face. Et également, choisir quand vous passez, y aller de jour, par beau temps et de nuit, sous jumelles de vision nocturne. Maintenant, le gros point à surveiller dans les prochains jours, c'est l'évolution des tensions entre l'Israël et le Liban / le Hezbollah. La France a déjà fait savoir par voie diplomatique qu'elle essayait de proposer des solutions. Je vous rappelle que des militaires français sont présents au Liban et que dès qu'il y a un nouveau conflit, tout le monde sait quand il commence, personne ne sait quand il s'arrête. La situation là-bas est plus que complexe. Si cela vous intéresse, on peut vous proposer une vidéo, on va essayer de réfléchir, se mettre un petit peu à la place des protagonistes, d'un côté le Hezbollah, d'un côté les Israéliens et réfléchir au vu de l'état de leurs armées à l'instant T, quels sont leurs champs de possibles et qu'est-ce qui pourrait se passer, non pas d'un point de vue politique, c'est pas du tout notre domaine d'expertise, mais d'un point de vue purement technique, purement opérateur, pour essayer de vous aider à mieux comprendre tout ce que vous allez voir aux informations dans les prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. L'Eisenhower va progressivement repartir vers la maison, le Roosevelt va arriver en remplacement et on s'attend à ce que ce soit le Truman qui vienne le remplacer au milieu ou à la fin de l'été. Et je vous dis à très bientôt. Salut.